Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. J'avais été effectivement abordée par Madame Caribin il y a quelques mois de ça, qui m'avait demandé de venir vous parler un petit peu de l'intitulé de mon intervention, qui est du dépôt de plainte à la poursuite de l'agresseur en matière de violence sexuelle. Alors, en deux mots, je suis là pourquoi aujourd'hui? C'est parce que j'ai déjà exercé, ça fait 35 ans que je suis magistrat maintenant, et j'ai principalement exercé mes fonctions comme substitut du procureur, vice-procureur, procureur adjoint. Et donc, c'est la raison pour laquelle je vais vous parler surtout de l'enquête pénale, de la poursuite, de la plainte, et puis je vais essayer le plus rapidement possible, parce que c'est très vaste évidemment, mais de vous expliquer le parcours finalement d'une plainte lorsqu'elle est déposée, comment on dépose plainte, auprès de qui on dépose plainte, pourquoi on dépose plainte, de vous expliquer ensuite comment les procédures se construisent, et puis de vous dire ensuite ce qui se passe devant à la phase de jugement, et puis ce qui peut se passer après. Voilà, donc je vais essayer d'aller un petit peu rapidement dans les grands principes, et surtout, je suis ensuite disponible pour, soit dans les ateliers, soit à la fin de mon intervention, évidemment, répondre à toutes les questions que vous souhaiteriez me poser, parce que je n'ignore pas que c'est quand même un monde compliqué, le monde judiciaire. Donc, je peux comprendre qu'il y ait des termes ou il y ait des processus qui soient peut-être un petit peu difficiles à comprendre, parce qu'effectivement, c'est le nôtre et c'est notre quotidien, mais j'ai bien conscience que ce n'est pas le vôtre ou celui de tout un chacun. Alors, donc, je me présente très très rapidement pour vous dire que j'ai exercé pendant 9 ans, hein, de 2015 à 2024, comme procureur de la République adjointe au tribunal de Nîmes. Donc, je connais bien ce département du Gard où j'habite, hein, toujours d'ailleurs. Et donc, j'ai exercé mes fonctions principalement comme chef de la section mineurs-familles, c'est-à-dire que je m'occupais principalement des violences intrafamiliales, conjugales, sur les enfants, par les enfants, et notamment des violences sexuelles. Et donc, c'est la raison pour laquelle, notamment aujourd'hui, parce que j'ai été obligée quand même de circonscrire un peu mes propos, de vous parler plus spécialement, on va dire, des violences sexuelles commises sur les mineurs et du parcours judiciaire. Je suis actuellement, depuis septembre 2024, en poste comme avocate générale à la Cour d'appel, cette fois-ci, mais de Bordeaux. Donc, et là, je vous parlerai aussi rapidement de ce que je fais là-bas, parce que finalement, ça a un lien, puisque je suis chargée du service criminel. Donc, en réalité, je vais beaucoup à la cour d'assises, et j'organise un petit peu l'audiencement des procès criminels, donc d'assises, pour des crimes. Et malheureusement, nous avons quand même beaucoup à juger, mais à Bordeaux comme partout, hein, des affaires qui concernent des affaires de viol commises sur des mineurs. Voilà. Et donc, je m'occupe aussi à la Cour d'appel de Bordeaux, parallèlement à des mineurs, de la Chambre des mineurs. Et donc, je vois là aussi les ravages que ça peut produire, ces types d'affaires, sur les enfants. Alors, pour vous parler du parcours, finalement, de la plainte jusqu'au jugement, je pense qu'il faut que vous ayez en tête un premier élément qui est celui d'une sorte de chaîne pénale. C'est-à-dire qu'on va s'inscrire, nous, au niveau judiciaire, au niveau des magistrats, dans quelque chose qu'on appelle la chaîne pénale, c'est-à-dire qu'on est un maillon de la chaîne qui va commencer par la plainte, par une enquête, par nous ce que nous allons faire, qui va se poursuivre par l'action d'autres juges et qui va se poursuivre enfin devant les juridictions avec un jugement ou pas. Donc on s'inscrit vraiment dans quelque chose de linéaire que l'on appelle, nous, la chaîne pénale, où en fait l'idée, c'est qu'il faut que chacun travaille avec l'autre. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je suis très honorée et vraiment très contente d'être là avec vous aujourd'hui, parce qu'il faut retenir cela. Je crois qu'il faut que la participation, la collaboration, l'échange de la parole, la liberté de parole, le fait de se connaître, et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, parce qu'il faut savoir ce que l'autre fait pour échanger. Et c'est comme ça, me semble-t-il, qu'on gagne du temps. Et c'est comme ça, notamment, qu'on
permet, et notamment aux jeunes et aux enfants, de ne pas rester dans des situations qui sont des situations de violence qui sont inacceptables. Alors, la plainte, quand est-ce qu'on dépose plainte? Comment on dépose plainte? La plainte, c'est comme une dénonciation. Hein. Ça consiste en quoi? Ça consiste à alerter les autorités judiciaires de l'existence d'une infraction pénale. Alors, on a une dénonciation, on a une plainte. La dénonciation, on peut dire des choses à quelqu'un. Ce n'est pas forcément une plainte. On dénonce des faits que l'on estime être des faits, je vous dirai dans quel cadre ça peut se faire, qui revêtent potentiellement un caractère d'infraction pénale. Une plainte, c'est quand on se rend dans un commissariat de police ou dans une brigade de gendarmerie, ou que l'on signale et que l'on écrit au procureur de la République pour dire que l'on dépose plainte pour tel et tel fait, et c'est la plainte qui va engendrer ensuite une enquête. Voilà. Alors, la faculté de dénoncer, comme je disais tout à l'heure, ça c'est important que vous le sachiez, c'est que toute personne a la faculté de dénoncer une infraction dont il n'est pas victime directement, mais dont il a connaissance. C'est, j'ai envie de dire, un devoir de citoyen aussi, et surtout quand ça touche des enfants. Alors, donc, on dénonce les faits aux autorités judiciaires ou aux autorités administratives, par exemple, qui ensuite vont prendre le relais. Je dis ça parce que ça peut mettre aussi à l'aise certaines personnes qui ont parfois du mal à dénoncer parce que, par crainte, ce qui est tout à fait entendable, ou parce qu'on a peur de dénoncer des choses dont on n'est pas sûr, par exemple, et d'engager quelque chose qui ensuite nous échappe. Moi, j'ai eu dans certains dossiers, par exemple, des personnes qui sont des voisins d'un couple, d'une famille, qui entendent régulièrement, par exemple, des enfants crier, des coups, etc., mais qui n'osent pas parce que c'est compliqué, donc qui, à un moment donné, écrivent au procureur de la République, par exemple, en disant « Moi, voilà, je suis là, mais je ne veux pas trop intervenir, mais je vous livre ça comme information. » Bon. Ensuite, c'est notre travail de savoir ce que l'on en fait. C'est une dénonciation, ce n'est pas une plainte, puisque la personne n'est pas directement victime. Donc ça, c'est tout à fait possible. Il faut savoir aussi que pour certaines autorités qui sont répertoriées par le Code de procédure pénale, et c'est l'article 40 du Code de procédure pénale qui indique que toute autorité constituée, c'est-à-dire toute personne qui intervient dans le domaine, par exemple, administratif ou dans certains domaines qui leur sont propres, doit, là c'est pas peut, c'est doit, tout officier public, tout fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, doit en aviser sans délai le procureur de la République. C'est-à-dire que si dans le cadre, par exemple, d'une activité professionnelle, telle par exemple un enseignant qui recueille la parole d'un enfant, ou une infirmière dans un établissement scolaire qui recueille la parole d'un enfant qui vient dire « voilà ce que mon frère » ou « voilà ce que papa me fait subir », il ne peut pas le garder pour lui. Il a l'obligation d'en informer le procureur de la République. Et ensuite, c'est le procureur de la République qui prend la relève. On pourrait reprocher à cette personne de ne pas avoir respecté cet article 40 et en cas de danger, parce qu'il y a un danger qui est manifeste, de lui reprocher de ne pas l'avoir fait, par exemple, et d'exercer contre lui des poursuites pour non-assistance en danger, par exemple, sachant qu'il y a une situation de danger pour des enfants qui est révélée, mais dont on ne fait rien. Bon. Donc, c'est un article qui existe dans le Code de procédure pénale et qui est de toute façon très utilisé parce que depuis des années, on va dire qu'il y a des conventions qui sont établies avec différentes administrations, justement pour expliquer comment faire pour dénoncer, parce que c'est compliqué de dénoncer, et comment le faire dans un cadre normé, on va dire. Et effectivement, maintenant, on voit quand même que c'est quelque chose qui ne se faisait quasiment pas ou très peu avant, et qui se fait quand même beaucoup plus maintenant. Donc, cette obligation, cette faculté de dénoncer, cette obligation de dénoncer quand on est dans un cadre particulier, donc d'autorité constituée, et une obligation générale, donc là, générale, de dénoncer en matière d'atteinte grave aux mineurs. Ça, c'est un autre article, c'est l'article 434-1 du Code pénal, qui dit que, qui réprime pour le coup, là,
La non-dénonciation aux autorités judiciaires ou administratives, ça peut donc être aussi des autorités qui concernent la protection des enfants, par exemple, ou la préfecture, ou toute autorité administrative, ou pourquoi pas aussi dans le cadre scolaire. Et donc la personne qui ne ferait pas cela encourt jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Ça implique l'obligation donc de dénoncer pour quiconque a connaissance de violences graves contre des mineurs, de les dénoncer, sous peine d'être effectivement poursuivi. Donc on est dans le cas des mauvais traitements, des agressions et des atteintes sexuelles infligées à des mineurs ou à des personnes vulnérables. Alors, voilà ce que d'abord je voulais vous dire par rapport à cette faculté ou cette obligation de dénoncer ou de porter plainte. La plainte ensuite, c'est effectivement le fait pour une personne qui se dit victime d'une infraction et notamment de violences sexuelles en ce qui nous concerne aujourd'hui, eh bien, de franchir le seuil d'un commissariat, d'une brigade de gendarmerie pour aller dire « je veux déposer plainte parce que je suis victime de tel fait ». Bon. Ou d'aller écrire, encore une fois, au procureur de la République en disant « moi je veux déposer plainte ». Et le procureur de la République, à ce moment-là, connaissant cela, saisit la brigade de gendarmerie ou le commissariat pour leur dire « vous faites une enquête pour qu'on fasse la lumière et savoir ce qui se passe par rapport à cette plainte déposée ». La plainte ou l'instruction du procureur de la République, elle induit le commencement d'une enquête qui donc est confiée à des services spécialisés. Alors, Madame Blondel, je ne sais pas si elle viendra tout à l'heure. Bon, moi, je n'avais pas envisagé de vous parler de l'audition Mélanie, mais on pourra en parler plus tard s'il le faut. Dès lors qu'une plainte est déposée, ça commence par l'audition de la personne qui dépose plainte. Donc, soit c'est un adulte qui est entendu à ce moment-là seul, soit c'est un enfant qui est entendu, entendu en présence des personnes qui peuvent le protéger. Parce que, évidemment, que si cet enfant parle et qu'il dénonce des faits commis dans la famille, et notamment, par exemple, de la part d'un beau-père ou d'un grand frère, à ce moment-là, c'est l'autre parent ou une personne de confiance qui va accompagner l'enfant pour pouvoir être entendu, éventuellement en présence d'un avocat d'enfant, pour qu'on recueille la parole de l'enfant. Alors, elle vous en parlera si elle vient, Madame Blondel. Cette parole, notamment, on l'encadre dans une audition qui est une audition plus rassurante, on va dire, pour les mineurs, que l'on appelle l'audition Mélanie. C'est une audition où on filme l'enfant, où on le met en confiance, où on retranscrit tout ce que l'enfant dit, pour recueillir un petit peu ses déclarations, en quoi il entend dénoncer des faits. Et c'est une audition qui peut être effectivement faite en présence d'un psychologue, en présence d'un médecin, pourquoi pas, pour qu'on mette en confiance l'enfant pour pouvoir venir dire ce qu'il a à livrer. Initialement, l'objectif, c'était aussi d'éviter aux enfants, notamment, de redire et de redire et de redire ce qu'ils dénoncent, parce qu'effectivement, c'est éprouvant, c'est difficile. Après, pour autant, il faut quand même savoir que, bien sûr, qu'on essaye de moins mettre en difficulté les enfants en leur demandant de répéter à de nombreuses reprises, et notamment, par exemple, pour les examens médicaux, parce que le médecin peut être présent à l'audition Mélanie, par exemple, donc ça évite que l'enfant redise au médecin, etc., un certain nombre de choses. Après, dans la poursuite de l'enquête dont je vous parlerai, ça n'évitera pas, de toute façon, que l'enfant soit quand même entendu, notamment, par exemple, par un juge d'instruction, parce que l'importance de la parole, elle est réelle. La parole, elle peut être sacralisée, mais elle peut changer aussi. Donc, il faut aussi se nourrir un petit peu de tout ça. Mais donc, voilà, l'enquête, elle commence par l'audition de la victime, l'audition des parents, l'audition des personnes, par exemple, à qui l'enfant s'est confié. Donc, si l'enfant s'est confié à quelqu'un de proche, quel qu'il soit, à l'occasion de l'école, à l'occasion d'activités sportives, à l'occasion, quand ce sont par exemple des enfants qui sont déjà placés, par exemple, par un juge des enfants, et qui, parce qu'ils sont protégés dans un foyer ou dans une famille d'accueil, vont un jour dire à leur éducateur « voilà ce que papa me fait depuis des années », là, évidemment, qu'on entend toutes les personnes qui vont venir accréditer, qui vont venir confirmer finalement ce que dit l'enfant. Donc ça, c'est le travail des enquêteurs.
Ensuite, l'enquête, elle se poursuit toujours sous l'autorité du procureur de la République. Donc moi, quand j'étais à Nîmes, c'est ce que je faisais, c'est-à-dire j'étais informée régulièrement de l'avancée des enquêtes. On fait la plupart du temps faire un examen médical à l'enfant par un médecin légiste, notamment s'il dévoile des faits de nature de criminelle, c'est-à-dire des faits de pénétration sexuelle. Donc évidemment que c'est une étape un peu imposée, puisque ça fait partie des éléments de preuve que l'on peut avoir ou pas, de savoir si cet enfant effectivement a subi des agressions sexuelles ou pas, ou en tous les cas, s'il dénonce des faits de pénétration sexuelle, s'il n'y a si le médecin légiste, par exemple, ne retrouve pas d'éléments en ce sens-là, ça peut fragiliser les dires de l'enfant, ou pas vraiment d'ailleurs, mais ça donne des éléments, en tous les cas, dont on se servira, nous, dans le cadre de l'enquête. Ensuite, lorsque cela est fait, eh bien, le mis en cause est entendu, est placé en garde à vue, et c'est le travail des enquêteurs de savoir ce qu'il a à dire par rapport à cela, s'il confirme, s'il ne confirme pas, pourquoi, enfin voilà, c'est toute la phase de l'enquête qui nous permet, nous, de suivre tout cela avec les enquêteurs. Et le travail du procureur, à la fin de l'enquête, quand toutes les personnes susceptibles de donner des informations ont été entendues, c'est de dire quoi? Qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Alors, qu'est-ce qu'on en fait? C'est quelque chose de très difficile, parce que, en matière notamment de violences sexuelles faites à des mineurs, mais à des majeurs aussi, on dit souvent, et vous l'avez entendu, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Parce que par définition, dans ce type d'agression sexuelle, en huis clos, parce que ça se fait souvent, effectivement, il n'y a pas de témoins. Bon, et c'est rare qu'il y ait des témoins. Donc, après, c'est le travail du procureur de savoir si réellement, au regard de ce qu'on a dans le dossier, on estime que, par exemple, cet enfant, cette petite fille, ce petit garçon, cet ado, eh bien, ce qu'il ou elle dit, ça semble réel ou pas. Donc, quand on a un enfant qui vient dire des choses dans un contexte particulier, que des personnes confirment, que des personnes qui le connaissent viennent dire « mais on a vu qu'il y avait un changement dans son comportement, les notes, elles chutent, il se replie, il se scarifie, il ne mange plus, bon, etc. » Ce sont tous des faisceaux. On appelle ça, nous, des faisceaux d'indices qui nous permettent de voir que cet enfant va mal. Bon. Et donc, ça nous permet d'accréditer la parole de l'enfant. Ensuite, il y a tous les éléments recueillis, et ce n'est pas parce que le mis en cause va dire « je n'ai jamais rien fait » que pour autant ça va suffire. Voilà. Donc, on estime ensuite, au regard des éléments recueillis, si on a suffisamment d'éléments pour ensuite envoyer la personne. Alors, si ce sont des faits d'agression sexuelle, c'est-à-dire des faits qui consistent à ce qu'on appelle de façon un peu triviale des attouchements de nature sexuelle, donc des caresses sur les parties intimes de l'enfant, des choses comme ça. Ce sont des faits qui relèvent, là, de ce qu'on appelle le tribunal correctionnel, parce que c'est un délit, c'est-à-dire que la personne susceptible d'être condamnée relèvera du tribunal correctionnel et encourra, je vous en parlerai rapidement après, de peines délictuelles qui peuvent aller jusqu'à 10 ans de prison, mais pas au-delà. Bon. Donc, sinon, si ce sont des faits de viol, c'est-à-dire de nature criminelle, le crime, c'est ce qu'il y a de plus grave dans les infractions pénales. On a les contraventions, qui sont les moins graves, les délits, qui sont déjà des infractions graves, mais les plus graves sont ce qu'on appelle les crimes. Et dans les crimes, il y a les faits de viol, quels qu'ils soient. Ça, c'est un fait de nature criminelle. Quand on a un fait de ce type-là, et qu'on estime que nous, avec les éléments que nous avons, il faut effectivement croire cette victime, ou en tous les cas, il faut ensuite continuer les investigations, on dit que l'on saisit un juge d'instruction, puisque dès lors qu'on est en matière criminelle, c'est uniquement le juge d'instruction qui peut intervenir pour faire ce qu'on appelle une instruction, une information judiciaire. Donc le juge va continuer l'enquête. Alors soit directement lui-même, c'est-à-dire qu'il entend toutes les personnes qu'il estime utile d'entendre, et puis ensuite, il peut faire des commissions rogatoires, vous avez sans doute entendu déjà ce terme, c'est-à-dire qu'il donne mission au service de police ou de gendarmerie de continuer, par exemple, l'enquête, en disant, par exemple, un tel n'a pas pu être entendu, mais il semble que son témoignage soit important, entendez-le. Donc, le juge d'instruction, il continue son enquête. Et puis ensuite, lorsqu'il a terminé son instruction,
et qu'il a réentendu tout le monde, le dossier va être à ce moment-là transmis à nouveau au procureur de la République, qui va faire une sorte de synthèse, cette fois beaucoup plus élargie que la simple enquête, et qui, au regard de tout ce qui a été fait dans le dossier, va décider, au regard des indices graves et concordants, c'est comme ça que la loi le dit, si effectivement il faut renvoyer ce père ou ce beau-père, par exemple, devant la cour d'assises ou pas. Voilà. Donc ça, c'est le travail du procureur. Et quand il a fait ce travail, le procureur, le dossier retourne au juge d'instruction qui fait le même travail. C'est-à-dire qu'il y a une double vision et le juge d'instruction peut être d'accord ou pas d'accord, d'ailleurs. Il peut dire, moi je ne suis pas d'accord avec le procureur, lui il estime qu'il faut le renvoyer devant la cour d'assises, moi je trouve qu'il y a un doute, et vous savez qu'en droit français, le doute profite à celui qui est mis en cause. Dès lors qu'on a un doute, on ne peut pas renvoyer quelqu'un devant une juridiction. Donc ça, c'est le travail du juge d'instruction. Alors, je reviens rapidement quand même, parce que là, je vous ai parlé de ce qui se passe après, mais sur les classements sans suite, parce qu'on en parle beaucoup maintenant et de plus en plus, parce qu'en matière de lutte contre les violences sexuelles, de nombreuses personnes qui se disent victimes, qui ont pu déposer plainte, disent mais de toute façon, ça ne sert à rien, parce que systématiquement, les affaires sont classées sans suite. Alors, je ne vais pas vous cacher les choses, effectivement, il y a des dossiers classés sans suite. Parce qu'encore une fois, notre travail, c'est de sous-peser les choses et de voir si, en prospective, avec les éléments qu'on a, on va emmener quelqu'un devant un tribunal au risque d'être condamné si on n'est pas sûr que les faits se soient passés. Après, quand même, ça existe, mais pour avoir quand même un recul maintenant sur un certain nombre d'années, la parole, et notamment de l'enfant, moi je trouve, elle est de plus en plus crue. C'est-à-dire que de toute façon, moi j'estime, et c'est comme ça qu'on procédait à Nîmes, à partir du moment où un enfant livre ce genre de choses, il faut creuser. Il faut aller au bout. Et au moins au bout du juge d'instruction, par exemple. Et là, on a un peu plus d'éléments. Mais classer juste au départ, effectivement, ça peut être très dévastateur parce que ça peut freiner une personne qui a commencé à parler, par exemple. Ça peut aussi vouloir dire, de toute façon, la justice, elle ne sert à rien puisqu'elle ne me croit pas. Alors, on met en place aussi un certain nombre de choses pour... alors, c'est difficile parce que les moyens de la justice sont tels qu'on n'en a pas beaucoup, mais on essaie quand même aussi dans certains dossiers, notamment avec des enfants, d'expliquer, alors soit le magistrat le fait lui-même, celui qui a classé, soit on saisit par exemple une association d'aide aux victimes pour que cette association explique à l'enfant et aux parents, par exemple, pourquoi l'affaire elle a été classée, pour que ce ne soit pas juste je reçois un papier, c'est classé. Parce que ce n'est pas parce qu'on ne les croit pas, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment d'éléments pour penser que les faits se sont produits. Ça peut changer un petit peu la perception des choses. Je ne dis pas que c'est miraculeux, mais ça peut un peu changer les choses. Sachant que, il faut quand même aussi le savoir, parce qu'il y a beaucoup de questions de ce type-là, quand le procureur classe un dossier sans suite, tout n'est pas forcément terminé. C'est-à-dire qu'on peut avoir un recours, ce n'est pas une décision et une seule, devant le procureur général, donc de la cour d'appel. Donc ici à Nîmes, ou par exemple, moi c'est ce que je fais à Bordeaux, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas satisfait du classement sans suite peut très bien le contester. Et moi, par exemple, je redemande toute l'enquête et je relis tout. Alors, parfois, je dis, oui, je confirme le classement parce que je n'ai pas suffisamment d'éléments. Mais il m'est arrivé plusieurs fois, à Bordeaux du coup, de renvoyer le dossier au procureur de Bordeaux en disant, là, il faut ouvrir une information, il faut saisir un juge d'instruction. Et je donne des instructions à la matière pour qu'on reparte sur une enquête, parce que ça me semblait trop rapide d'avoir classé. Donc, c'est possible. Et puis, quelqu'un qui fait l'objet d'un classement sans suite peut, au cas où, par exemple, le procureur général ne relance pas, peut saisir avec un avocat directement un juge d'instruction. On dit que c'est une plainte avec constitution de partie civile, et là, le juge d'instruction, il est obligé d'agir. Donc, après on voit ce que ça donne. Mais voilà, un classement sans suite, ce n'est pas quelque chose de figé. Mais je pourrais répondre après à des questions, si vous en avez, mais je voulais quand même parler de ça parce que je sais qu'on en fait quand même beaucoup état depuis quelque temps à juste titre. Alors, ensuite, quand on décide de renvoyer quelqu'un, je vous l'ai dit,
En matière d'agression sexuelle, donc pour des faits de nature délictuelle, le procureur, il va faire ce que l'on appelle, parce que ce sont par définition des faits graves, on ne va pas laisser quelqu'un qui est présumé auteur d'agression sexuelle, par exemple sur un enfant ou même sur un adulte, avec une convocation un an après. Et rien ne se passe. C'est complètement impossible. Donc ce que l'on fait en la matière, on fait à l'issue de la garde à vue venir directement au tribunal la personne. On lui notifie une date d'audience, donc qui est en général dans un délai de 2 mois, ce qui est quand même beaucoup plus rapide. Et pendant ce temps-là, selon les faits, selon le casier judiciaire de la personne, etc., soit cette personne peut être en détention provisoire, c'est-à-dire elle est détenue, et puis elle passera devant le tribunal détenue, soit elle peut être placée sous contrôle judiciaire, par exemple, c'est-à-dire qu'elle a des obligations à respecter, des interdictions à respecter, et à ce moment-là, elle comparaît devant le tribunal avec un bilan, parce qu'elle est suivie par un contrôleur judiciaire, et on voit comment s'est déroulé le contrôle judiciaire, et ça protège un petit peu la victime, puisque ce contrôle judiciaire, notamment, comporte toujours l'interdiction d'entrer en contact avec la victime et sa famille. Voilà, alors certains la respectent, d'autres ne respectent pas. Si ça n'est pas respecté, on en est informé, et ce contrôle judiciaire peut à ce moment-là, sous certaines conditions, être ce qu'on appelle révoqué, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, s'il ne respecte pas, c'est du donnant-donnant, c'est effectivement alors une détention provisoire, et il part à la prison. Alors, je dresse rapidement parce que le temps passe vite, mais voilà, encore une fois, je reviendrai si vous avez besoin d'explications supplémentaires. Alors, ensuite, la phase de jugement. La phase de jugement, elle est la suivante, c'est-à-dire le tribunal correctionnel pour les délits. Et puis, je vous parlerai un petit peu plus quand même, parce que c'est l'accompagnement des victimes qui est encore plus important, de la phase de jugement lorsque c'est une phase criminelle. Puisque, donc, vous avez, donc, si la personne est renvoyée pour des faits de nature criminelle, pour des faits de viol, elle relèvera de la cour d'assises ou d'une autre juridiction qui a été créée assez récemment, en 2021, et qui, depuis 2023, est donc sur tout le territoire national, qui est ce qu'on appelle la cour criminelle départementale, la CCD, qui a la différence avec la cour d'assises, c'est que la cour criminelle départementale n'est composée que de magistrats professionnels. Alors que la cour d'assises, que vous connaissez, ça peut être vous qui êtes un jour tiré au sort sur la liste donc des électeurs et être tiré au sort pour être juré devant une cour d'assises, et auquel cas vous venez à un moment donné participer comme juge avec les juges professionnels qui sont 3 pour présider à des affaires criminelles et décider comme les juges de condamner ou pas quelqu'un. Alors, les affaires donc de violences sexuelles aux mineurs et notamment de viol sont souvent jugées par la cour criminelle départementale, parce que cette cour criminelle départementale ne peut juger que les affaires pour lesquelles les faits sont la peine encourue est d'un maximum de 20 ans de réclusion criminelle. Au-delà, c'est la cour d'assises. Et les affaires de viol, un viol entre guillemets sans circonstance aggravante, un viol de quelqu'un qui viole quelqu'un dans la rue, sans circonstance aggravante, c'est une majeure ou un majeur, c'est 15 ans, la peine maximum. D'accord ? Un viol aggravé avec des circonstances aggravantes, et notamment sur un mineur, la peine maximum, c'est 20 ans. Donc ça relève de la cour criminelle départementale. Sauf si, par exemple, l'accusé a déjà été condamné, et ça arrive malheureusement, pour des faits similaires. Là, on va dire qu'il est en état de récidive légale, et là, comme la récidive légale entraîne le doublement des peines, on passe de 20 ans à perpétuité. Donc là, c'est la cour d'assises. Donc on peut avoir quelqu'un qui est accusé de viol sur un ou plusieurs mineurs, notamment de moins de 15 ans, et qui, parce qu'il est en état de récidive, relèvera de la cour d'assises. Voilà. Mais la plupart des affaires de viol sont des affaires qui relèvent de la cour criminelle départementale. Alors, les condamnations, je crois que c'est important que vous l'entendiez, parce que on a tendance à dire, et certains le disent beaucoup sur
les réseaux, sur les chaînes, etc., que la justice est laxiste. Vous l'entendez, ça se dit beaucoup. Bon. La justice n'est pas laxiste, sinon déjà les prisons ne déborderaient pas comme elles débordent. Et je peux vous dire que devant les cours d'assises, alors je ne sais pas si certains d'entre vous êtes déjà allés, puisqu'on peut assister à des procès devant les cours d'assises. Alors les procès de viol sont à huis clos, donc normalement, sauf si la victime, comme Madame Pellicot par exemple, demande à ce que ce soit public, mais en tout état de cause pour des viols sur des mineurs, c'est toujours à huis clos, donc il n'y a pas de public. Mais pour d'autres affaires, quelles qu'elles soient, le principe, c'est la publicité des débats. Donc n'importe qui peut assister à une audience de cour d'assises. C'est très instructif, parce qu'on se rend compte que finalement, les peines, et notamment en matière de viol, avant, il y a plusieurs années de cela, et notamment sur les mineurs, il y a quand même un paradigme qui a changé de la part de tout le monde. Les signalants, on signale plus. Vous parlerez d'un protocole, je crois, cet après-midi, il y a des protocoles. On explique, il faut signaler, il faut parler, il faut dire les choses. Il faut dire les choses, il ne faut pas hésiter à le faire. Je reviens juste un peu en arrière parce que j'ai oublié de le dire sur les enquêtes ou quand on signale quelque chose. Quand on est dépositaire d'une parole d'un enfant qui, par exemple, vient dire ou vous dire « papa me fait ça », ben, on ne convoque pas les parents. Alors, il vous a... Bon, non, surtout pas, parce que effectivement, après, eh bien, on va dire que ça, tout de suite, vient interférer avec le bon déroulement de l'enquête, parce que si effectivement celui ou celle qui est mis en cause est déjà au courant, bah évidemment que l'effet de surprise, entre guillemets, il n'est plus là. Donc moi, je sais qu'à Nîmes, j'avais, avec l'Éducation nationale, notamment, œuvré pour un protocole de signalement. On signale tout de suite au procureur ce que l'enfant a dit, on reprend textuellement la parole de l'enfant. On ne l'interprète pas, ce n'est pas le rôle de celui qui recueille. On prend la parole telle qu'elle est, avec les mots de l'enfant, parce que ça c'est important, les mots de l'enfant. Et on envoie le signalement. Et surtout, on ne va pas appeler les parents, etc., en faisant une sorte de réunion pour savoir, etc. On ne dit rien. Et ensuite, c'est le travail du procureur et des enquêteurs. Voilà. La personne qui recueille, quelle qu'elle soit, n'est pas enquêteur ou enquêtrice. Elle n'a pas à faire une sorte de chercher la vérité. Ce n'est pas son travail. Elle est là pour protéger l'enfant et plus on sera discret sur les paroles de l'enfant, mieux ça vaudra. Ça, je le dis parce que effectivement, on a eu des dossiers qui sont très mal partis à cause de cela. Alors, donc, je disais que les cours d'assises, elles sont beaucoup plus sévères, mais même les tribunaux correctionnels, avec toutes ces affaires d'agression sexuelle qui sont commises sur des enfants notamment, mais pas que, sur les adultes aussi. Il y a un certain nombre d'années en arrière, on les poursuivait beaucoup moins, il faut dire ce qui est. Tout le monde a été formé à l'écoute, à la parole, au recueil et puis à tout ce qui compose effectivement l'attitude des personnes. Ça, c'est comme les violences faites aux femmes. Hein. Maintenant, il y a tout un nombre de faisceaux qui permettent de dire qu'une femme a été victime de violences qu'on n'avait pas forcément avant parce que ça n'était pas aussi développé, puis ça ne se savait pas. Il y a eu beaucoup de recherches là-dessus. C'est pareil sur les violences sexuelles. Et dès lors que, effectivement, maintenant, on poursuit plus, je continue à le dire, et quand on est à la phase du jugement, que ce soit les juges professionnels, mais surtout, les jurés sont très sévères. Avant, il y a peut-être 20 ans, 15 ans en arrière, des affaires de viol sur un majeur ou sur un mineur, on avait des peines devant la cour d'assises qui étaient des peines de 7 ans, 8 ans d'emprisonnement, par exemple. Voilà. Voire parfois des peines un petit peu avec du sursis, enfin des peines qui n'étaient quand même pas des peines très, très importantes dans le quantum. Maintenant, que ce soit à Nîmes ou ailleurs, et notamment à Bordeaux, moi je vais très souvent aux assises et je suis témoin de ça, ce sont des peines minimales de 12-13 ans de réclusion criminelle. 12-13 ans.
Quand c'est pas, la semaine dernière, quelqu'un a été pour un viol sur une dame majeure, vulnérable, dans la rue, a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle, 18 sur 20. Donc, et ce sont là, pour le coup, les jurés, parce qu'on le sait après, enfin on comprend, les jurés sont très, 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 très répressifs parce qu'effectivement, ça fait partie des choses qui sont gravissimes, au-delà de tout ce qui est grave, mais qui nous parlent aussi parce qu'on est parents, parce qu'on a des frères, des sœurs, etc. Et qu'on voit bien que ce sont des choses qui atteignent profondément les personnes. Et les jurés, moi mes collègues me le disent, n'ont pas beaucoup d'état d'âme pour effectivement être très sévères. Donc dire que la justice, elle est laxiste, c'est faux. Et vraiment, en matière criminelle, c'est vraiment faux. Vous avez maintenant des peines très, très importantes qui sont données. Vous avez des peines très importantes. Alors, la réclusion criminelle, c'est donc une période que l'on peut assortir. Donc, la personne, elle va en prison ou elle y reste, si elle est déjà en prison, parce qu'elle est peut-être détenue depuis que le juge d'instruction est instruit, hein, parce que si effectivement on estime que cette personne est dangereuse ou qu'elle risque de recommencer, eh bien on la met en prison. Et on appelle ça la détention provisoire. Et quand la personne vient devant la cour ou le tribunal, elle comparaît détenue. Après, il y a aussi des personnes qui comparaissent libres. Celles qui sont, par exemple, sous contrôle judiciaire, elles viennent, elles sont libres. Bon, quand elles vont, elles viennent, elles sont libres. À ce moment-là, elles sont jugées, mais rien n'empêche, parce qu'elle comparaît libre, parce qu'elle va et elle vient de façon libre les jours d'audience, elle rentre chez elle, elle va manger dehors, etc. Le jour de la condamnation, eh bien, évidemment, rien n'empêche de la condamner à de l'emprisonnement ferme, et là, elle part directement à la prison le dernier jour lorsque le verdict est tombé. Ce n'est pas parce qu'elle est libre que pour autant on ne la renvoie pas en prison. Voilà. Mais en tous les cas, cette peine de réclusion criminelle, elle peut être assortie de ce qu'on appelle une période de sûreté. C'est quoi la période de sûreté? C'est une période pendant laquelle la personne ne sortira pas de prison. Puisque là aussi, j'assiste un peu là-dessus parce qu'on dit de toute façon, ils sont condamnés, mais ils sortent 1 an ou 2 après. Pour certains, oui, pour certains, non. Parce que lorsque la Cour délivre une période de sûreté, ça veut dire, par exemple, quelqu'un qui est condamné à 18 ans et qui a une période de sûreté des 2/3, elle fera forcément les 2/3 en prison sans sortie, sans possibilité de sortie. Et ce n'est que lorsqu'elle aura effectué les 2/3 de la peine que là, éventuellement, on pourra peut-être lui accorder une libération conditionnée, etc. Et en matière criminelle, il faut savoir quand même que les périodes de sûreté, elles sont très souvent prononcées. Donc, les personnes, en général, les condamnés, restent quand même en prison une grande partie du temps. Et la personne condamnée peut faire appel, si elle n'est pas satisfaite d'une décision, bien sûr, hein, c'est le droit du deuxième degré de juridiction, c'est un droit constitutionnel, chaque personne a le droit de faire appel, le procureur aussi. Donc la personne peut être rejugée devant une nouvelle cour d'appel, une nouvelle cour d'assises. Il n'empêche que, pendant ce temps-là, si par exemple elle est détenue, elle le reste. Voilà. Si elle est libre, elle le reste. Elle peut aussi être mise en liberté entre les deux cours d'assises. C'est assez rare, mais ça peut arriver et elle est rejugée, comme si elle n'avait pas été jugée la première fois, sauf qu'on sait quand même qu'il y a eu un premier jugement avec une première peine. Et là, ça peut être soit moins lourd, ça peut être la même peine, ça peut être un acquittement, ça peut arriver, mais ça peut être aussi plus important en termes de peine. Et en général, quand la culpabilité est avérée, bon, les juges en deuxième ressort d'appel sont souvent plus sévères que les premiers. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que période de sûreté, on ne sort pas. Et puis, les cours assortissent beaucoup en matière de violences sexuelles, notamment sur les mineurs, la peine de ce qu'on appelle un suivi socio-judiciaire. Ça, c'est quelque chose qui permet, une fois que la personne a purgé sa peine, de continuer à être suivie. C'est-à-dire que la personne ne sort pas comme ça, dans la nature, un beau jour, et puis c'est terminé. Parce qu'on estime qu'effectivement, des soins sont nécessaires, parce que ce qui a pu être entamé, par exemple, en prison, il est nécessaire de le poursuivre. Donc là, ce sont des spécialistes, ce sont des médecins, ce sont des personnes qui vont suivre le condamné pendant un nombre d'années qui est décidé, par exemple 5 ans, 7 ans,
à la sortie de prison, avec une obligation de soins, une obligation de travail, l'interdiction d'entrer en relation avec la victime, tout un tas de choses. Si la personne suit cela, pas de difficulté, une fois que le suivi socio-judiciaire est terminé, on n'en parle plus. Si la personne ne suit pas ses obligations, ses interdictions, à ce moment-là, la Cour, par exemple, quand elle le condamne au suivi socio-judiciaire, par exemple pendant 5 ans, elle fixe un nombre d'années de prison s'il ne le respecte pas. Par exemple, en disant qu'il devra suivre pendant 7 ans son suivi socio-judiciaire, et s'il ne le suit pas, il retourne 5 ans en prison. Donc là, à ce moment-là, c'est aussi un peu du donnant-donnant. C'est aussi pour être un peu sûr que la personne suive. Alors voilà, j'insiste là-dessus parce que, si vous voulez, une fois qu'il y a une condamnation, il y a quand même des suivis qui sont mis en place. Il y a des suivis aussi pour les agressions sexuelles, notamment faites aux mineurs, par les juges de l'application des peines, qui sont les juges qui sont chargés du suivi des peines et qui, par exemple, vont soit en prison, soit quand les personnes peuvent être condamnées, mais à ce qu'on appelle, par exemple, du sursis probatoire. C'est un peu comme le suivi socio-judiciaire, c'est-à-dire qu'on lui dit, attention, vous n'allez pas en prison, mais vous allez suivre des soins, vous allez respecter des obligations, et ça, par exemple, le juge de l'application des peines le suit pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Si la personne le suit, parce que la vocation de ces suivis, c'est d'éviter la récidive. Et c'est d'essayer d'œuvrer dans le cadre de la réinsertion du condamné, parce que, évidemment, pour la société, que notamment moi je représente, l'intérêt, c'est d'éviter la récidive et de protéger les victimes. Voilà. Donc, il y a quand même un suivi important après les condamnations, avec toutes ces particularités qui sont données. Alors, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. Je voulais du coup vous parler, là je vous ai parlé un peu de l'enquête, mais vous parler un petit peu de ce que sont ces infractions de violence sexuelle. Je voulais vous parler, le viol, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on entend par fait de viol? Donc vous l'avez entendu, c'est un crime. Et donc la définition légale du viol, elle est la suivante, c'est tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur. Pourquoi cette nouvelle définition du viol avec sur la personne de l'auteur ou d'autrui? C'est qu'avant cette nouvelle définition qui date il y a assez peu d'années, par exemple, on va dire que un individu, par exemple, qui demandait à un autre individu, et notamment un enfant, de lui faire une fellation. Là, on considérait qu'il n'y avait pas viol, parce qu'il n'y avait pas pénétration de l'enfant. C'est lui qui faisait. Or, c'est complètement ahurissant, effectivement, de considérer, et on considérait avant que c'était une agression sexuelle. Alors que maintenant, eh bien, c'est un viol. Tout acte bucco-génital, donc commis sur la personne de la victime ou sur la personne de l'auteur, c'est un viol. Et les éléments constitutifs du viol, il faut c'est notre travail, quand je vous disais que nous, on essaie de voir s'il y a des éléments, c'est violence, contrainte, menace ou surprise. Si on n'a pas un de ces éléments-là, on ne peut pas caractériser véritablement un fait de viol. Il faut qu'on détermine que les faits étaient commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. Alors, la plupart des cas, on le fait, bien sûr, mais c'est parfois un petit peu difficile de le faire. Alors, il y a très récemment une nouvelle loi qui est entrée en vigueur à la fin de l'année 2025, et vous l'avez entendu, et c'est notamment en lien avec les affaires de viol, et notamment l'affaire de Madame Pellicot, de Mazan, c'est que maintenant, on a été introduit dans l'infraction donc de viol la notion de consentement. D'accord? Donc maintenant, l'article 222 du Code pénal définit le viol et toute autre agression sexuelle, d'ailleurs, comme tout acte sexuel non consenti. On introduit, vous voyez, dans l'ancienne version que je vous ai donnée, il n'y a pas la notion de consentement. Et en fait, il faut établir
l'absence de consentement parce qu'il y a eu violence, menace, contrainte ou surprise. Là, on indique que c'est tout acte sexuel non consenti sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur. Et cette notion de consentement, elle est précisée. Donc maintenant, il va falloir que l'on s'attache, outre les faits de contrainte, menace, violence ou surprise qui restent, mais le consentement, il faut qu'on essaie de voir s'il a été donné. Et la loi précise que ce consentement, maintenant, il doit avoir été donné librement. D'accord ? Donc ça veut dire que si quelqu'un est sous la contrainte, menotté, etc., il ne peut pas consentir valablement. De manière éclairée. Ça veut dire que la personne est en mesure de comprendre l'acte sexuel qui arrive ou qui va arriver. Qu'il est spécifique, c'est-à-dire qu'il est donné pour cette relation-là. Qu'il est donné préalablement à l'acte sexuel, c'est-à-dire avant. Qu'il peut être retiré avant ou pendant ce dernier. Ça veut dire qu'on peut être d'accord au départ, mais que finalement on ne l'est plus, parce que ça commence pas comme la personne l'avait souhaité. Et là, si le consentement est retiré, eh bien peu importe qu'il ait été donné avant. D'accord ? Parce que jusqu'à présent, c'était aussi, les accusés disaient non mais elle était d'accord au départ, mais elle a jamais dit non. Maintenant, effectivement, ils ne pourront plus dire ça. Qu'il peut être retiré donc avant ou pas avant, qu'il est apprécié au regard des circonstances. Donc voilà un petit peu, et dans les circonstances, on garde un peu les éléments du départ, et qu'il ne peut être déduit du silence ou de l'absence de réaction de la victime. Voilà, c'est-à-dire qu'une victime qui est effectivement sous produit, etc., ou qui est endormie, ou qui a été alcoolisée pour qu'on puisse abuser d'elle, il est évident qu'elle ne peut pas consentir. Voilà. Donc ce sont tous ces éléments qui sont venus du fait des dernières réflexions sur la notion de viol, des procès qui se sont produits, et notamment de la soumission chimique avec Gisèle Pellicot, qui viennent dire qu'effectivement, maintenant, on rajoute des éléments pour compléter ces éléments-là. Et nous, notre travail de magistrat et le travail des magistrats, notamment à la Cour, ça va être de dire est-ce que ce consentement, il a été donné de façon libre, de façon éclairée, est-ce qu'il a été retiré? Donc, ça va être quand même... Alors, on n'a pas de recul, ça vient d'entrer en vigueur. Mais ça va être quand même plus difficile pour les accusés de venir dire « elle n'était pas d'accord ». Voilà. Ou si la personne dit « mais moi, on avait fait une soirée très arrosée, je n'étais pas en état » et qu'on sait que cette personne a bu parce qu'il y a des gens qui le disent, parce qu'il y a des analyses sanguines qui ont été faites, etc., ça va être difficile de dire qu'elle était d'accord. Enfin, voilà. Donc, ce sont des éléments qui se rajoutent et qui sont des évolutions assez récentes de la loi qui vont venir quand même, on va dire, je pense, faciliter, en tout cas, c'est fait comme cela, pour les victimes, le dépôt de plainte et le fait de dire qu'elles ont été abusées. Alors, vous avez également dans le droit pénal la notion, alors ça ne change rien à la qualification des infractions et aux peines encourues, mais depuis quelques années, 2021, on a la définition de l'inceste qui est venue dans le code pénal dire que certaines infractions commises sur des mineurs, eh bien, ça relève de l'inceste. Et le code pénal dit que le viol ou l'agression sexuelle est une agression ou un viol incestueux lorsqu'il est commis par un ascendant, voilà, par un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grande-tante, un neveu ou une nièce. On est dans de l'inceste. Ce ne sont pas que les parents. D'accord ? Le conjoint, le concubin d'une des personnes qui vivent avec l'enfant, la mère, le beau-père de l'enfant, par exemple, le concubin de la mère, c'est effectivement de l'inceste si il est retenu comme ayant violé l'enfant, ou quelqu'un qui a sur la victime une autorité de droit ou de fait, c'est-à-dire quelqu'un qui est en charge de la victime. Dans des colonies de vacances, dans des camps organisés, la personne qui est en charge de gérer les enfants, qui en a l'autorité de fait déléguée par les parents, là, on est dans ce cadre-là. Et ça peut vous intéresser effectivement parfois dans le cadre de vos attributions. Donc, alors,
faut que vous sachiez aussi que la plus grande évolution, elle réside dans le fait que lorsque l'atteinte sexuelle, c'est-à-dire quand on atteinte sexuellement un mineur, implique un mineur, le viol incestueux, dont je vous ai parlé, sur mineur, c'est une qualification à part. C'est aussi pour insister sur le fait que lorsque les victimes sont mineures, le Code pénal décide d'une incrimination particulière. Ce n'est pas une circonstance aggravante comme d'autres que la victime soit mineure, c'est une infraction à part et qui est punie de 20 ans de réclusion criminelle. Quand je vous parlais des circonstances aggravantes, c'en est une. L'agression sexuelle incestueuse sur mineur, pareil, c'est une infraction autonome et là, elle est réprimée dans les délits par la peine la plus grave, 10 ans d'emprisonnement encouru lorsqu'on commet une agression sexuelle sur un mineur. Voilà. L'agression sexuelle, je vous la redis, mais je pense que vous avez compris, ce sont les autres faits de nature sexuelle autres que le viol. Donc, on a, à ce moment-là, effectivement, c'est appréhendé un petit peu plus largement que le viol, c'est-à-dire que ce sont des attouchements, ce sont des caresses qui sont commises sur la victime et notamment sur les parties intimes de la victime, mais pas que. C'est-à-dire que parfois, la jurisprudence admet qu'il n'y ait pas forcément une agression sexuelle admet l'agression sexuelle même si la victime ne parle pas, par exemple, d'avoir été attouchée sur ses parties les plus intimes, mais retient, par exemple, qu'il y a un contexte sexuel qui fait que un majeur invite une mineure, par exemple, dans un lieu quel qu'il soit, lui parle de sexualité, lui fait regarder, par exemple, des vidéos pornographiques, voire pédopornographiques, et puis la caresse dans le cou, sur les cuisses, etc. En tant que tel, il n'y a pas d'agression sexuelle sur les parties intimes de la personne. Mais le contexte fait en sorte que, oui, on peut le retenir. Ça, c'est intéressant aussi de le savoir, parce qu'on a quand même parfois des individus qui nous disent « mais moi, je l'ai juste caressé sur les jambes, je n'ai rien fait d'autre ». Oui, mais non. Voilà, ça dépend du contexte, et ça, c'est le travail, évidemment, des enquêteurs. Je voulais vous parler aussi rapidement de la corruption de mineurs. La corruption de mineurs, c'est un délit. C'est un délit qui existe, que l'on utilise quand même relativement souvent. C'est une peine de 5 à 10 ans de prison encourue, selon les circonstances aggravantes, et notamment quand ça concerne des mineurs de moins de 15 ans. Alors, c'est le fait d'exposer un mineur à la sexualité volontairement, de pratiquer des actes sexuels devant des mineurs, par exemple, de leur montrer des films, des vidéos, de les prendre en photo dans des positions, ils sont dénudés, dans des positions suggestives, etc. Parce que, en fait, c'est ça la corruption de mineurs, et le droit dit il faut que nous démontrions, nous, magistrats, que la personne qui est auteur de corruption de mineurs a eu la volonté de corrompre le mineur. C'est-à-dire que il suffit pas de lui montrer des choses, il faut se dire, bon voilà, moi je vais te montrer ça parce que ça existe, mais parce que je voudrais aussi peut-être autre chose après, ou que ben voilà, tu en fasses un petit peu toi aussi, l'usage, etc. Donc il faut, mais c'est vrai que la plupart des cas sont des personnes chez qui sont retrouvés sur les ordinateurs, etc., des fichiers vidéo, des fichiers audio, des images pédoporno, etc., et qui souvent recueillent des mineurs parce qu'ils les prennent en temps périscolaire, parce qu'ils les accompagnent pour telle ou telle activité, et qui, sans qu'il y ait de gestes répréhensibles en tant que tels, eh bien, sont poursuivis pour corruption de mineurs parce que les enfants disent « Ah ben, on a vu tel film chez un tel, tous les soirs, ils nous montrent ça, on est dans de la corruption de mineurs, et ça, c'est répréhensible par la loi, parce qu'effectivement, ça corrompt les mineurs. Je finirai en tous les cas ce propos pour vous parler aussi, parce que c'est important lorsque vous recueillez les paroles de quiconque, et notamment des enfants, je vous parle de la prescription de l'action publique. Parce que la prescription de l'action publique, c'est quoi? C'est que les crimes, les délits, les contraventions
c'est le droit qui l'expose, c'est-à-dire c'est dans un certain temps, lorsqu'on ne les dénonce pas dans le temps voulu par la loi, eh bien, c'est trop tard. C'est-à-dire qu'après, on ne peut plus déposer plainte parce que l'action publique, c'est-à-dire pour engager des poursuites, pour condamner quelqu'un, elle est trop tardive et c'est la loi qui le prévoit. Alors, en matière de viol, et notamment de viol sur les mineurs, eh bien, cette prescription, il faut savoir qu'avant, il y a un certain nombre d'années, pour les crimes, elle était de 10 ans. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les faits avaient été commis plus de 10 ans avant, c'était terminé. On ne pouvait plus les dénoncer. En matière de viol, maintenant, on va dire de viol en général, maintenant, donc, la prescription, elle est de 20 ans. Et en matière d'agression sexuelle et d'atteinte sexuelle, la prescription qui était avant de 3 ans, elle est de 6 ans maintenant. Donc on a doublé les délais pour permettre aux victimes de déposer plainte. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte de plus en plus, et je pense que vous le savez aussi, que ces victimes, parfois, elles dénoncent les faits tellement d'années après. Parce qu'elles ont enfoui tout cela dans leur mémoire, parce que c'est la mémoire traumatique, parce qu'elles ont stocké toutes ces informations, qu'elles ont occultées complètement. Et elles n'en parlent pas parce qu'elles n'en parlent pas, parce qu'elles ont, entre guillemets, oublié. Et que parfois, eh bien, à l'occasion d'un fait ou d'une reviviscence ou d'une lecture ou d'un film ou de on ne sait quoi, elles ont des flashs et ça revient. Et à un moment donné, eh bien, ces victimes, elles se mettent à parler. Elles se mettent à parler, mais parfois, c'est des années après. Donc, évidemment qu'il faut leur laisser la possibilité de dire cela et de déposer plainte. Donc, les prescriptions ont été beaucoup augmentées. Donc, la prescription, elle commence à partir des faits dénoncés, de la date des faits, normalement. Pour les infractions sexuelles sur les mineurs, alors là, c'est une loi encore d'avril 2021 qui a introduit des mécanismes particuliers qui rallongent encore la prescription en matière de viol. C'est l'article 7 du Code de procédure pénale. C'est ce qu'on appelle c'est une progression que nous, on appelle glissante. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, si l'auteur d'un viol commis sur un mineur viole, agresse sexuellement ou commet une autre atteinte sexuelle sur un autre mineur, dans le délai. C'est-à-dire il y a une première agression ou un viol qui se commet sur un mineur, et dans le délai de la prescription du premier mineur, si je puis dire, il y a de nouveaux faits qui se passent sur d'autres mineurs. Eh bien là, avant l'expiration du premier délai dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien, il y a ce deuxième délai qui se met en marche. Donc, si vous voulez, en fait, il y a 30 ans pour déposer plainte. Après. Alors, pour déposer plainte, et pour les mineurs, il faut que vous sachiez que la prescription a été aussi modifiée, puisque pour les mineurs, elle repart à partir de la majorité. C'est-à-dire que normalement, on est à la date de la commission des faits et on calcule 20 ans, si c'est par exemple un majeur qui est victime. Si c'est un mineur, si les faits sont commis lorsque ce mineur avait 5 ou 6 ans, eh bien, le délai repartira de 20 ans à partir de ses 18 ans. Donc, en réalité, ce mineur qui ne l'est plus aura jusqu'à 38 ans pour déposer plainte pour des faits dont il a été victime alors qu'il avait 4-5 ans. Vous voyez ? Donc, c'est quand même effectivement des délais qui ont été revus pour permettre quand même et de favoriser, on va dire, le dépôt de plainte beaucoup plus tardif. Après, avec toute la difficulté qu'il y a, c'est une bonne chose, mais c'est aussi très compliqué aussi après de juger quelqu'un qui est poursuivi pour des faits qui sont passés, par exemple, 25 ans avant. Parce que là, pour le coup, on risque d'avoir la parole de l'un contre la parole de l'autre, parce que les témoins, si tant est qu'il y en ait eu, ou des personnes à qui l'enfant aurait pu se confier, c'est plus difficile de les trouver. Ce ne sont pas les examens médicaux qui vont apporter quoi que ce soit, vu le temps qui a passé. Alors on s'appuiera
sur les expertises psychologiques, psychiatriques, qui sont de toute façon obligatoires en matière criminelle, que ce soit sur la victime, et je pense que M. Lapalus en parlera, mais aussi sur l'auteur, parce qu'on juge des faits, mais on juge des gens aussi, et qu'évidemment, on ne va pas juger de la même façon quelqu'un et l'autre qui est différent. Donc on juge avec on étudie devant la cour d'assises les faits, mais on étudie longuement aussi la personnalité de la victime, mais aussi et surtout de l'accusé. C'est la loi qui nous oblige. Donc bien sûr qu'on va... Mais voilà, ces délais de prescription sont très très longs. Ils sont très favorables, et c'est normal aux victimes, parce qu'on sait maintenant les mécanismes qui induisent les dépôts de plainte tardifs. Et de dire qu'avant, ce qu'on avait un peu en tête en disant non, mais qu'elle cherche à dénoncer des faits qui sont commis il y a 20 ans, elle cherche de l'argent ou il cherche de l'argent, etc. Ben non, ça n'est pas ça, loin de là. Donc ça leur permet effectivement d'exposer les faits. Le risque, c'est qu'effectivement aussi, alors qu'on a permis des dépôts de plainte, qu'on a permis la libération de la parole, c'est d'avoir à nouveau aussi peut-être quelque chose de fulgurant avec un nouveau classement sans suite, par exemple, en disant on ne peut rien établir, donc on classe. Donc voilà, ce sont des réflexions aussi qu'on peut tous avoir sur le fait de oui, mais non. C'est pareil, aussi, on a eu à Nîmes, moi avant que je parte, une affaire devant le tribunal pour enfants d'un homme qui avait été accusé par sa sœur, donc de l'avoir abusé sexuellement, lorsqu'il avait 12 ans. Bon. 13 ans. Pour des faits commis par des mineurs, cette fois-ci, des mineurs, lorsqu'ils ont moins de 16 ans, même si ce sont des faits criminels, c'est le tribunal pour enfants qui les juge. S'ils ont plus de 16 ans, c'est la cour d'assises des mineurs. Donc là, il y avait une enquête, il y avait eu des poursuites, mais c'est quand même un peu spécial parce que ce garçon qui a comparu devant le tribunal pour enfants avait 35 ans. Voilà, puisque les faits avaient été dénoncés très tardivement, qu'il avait 13 ans au moment des faits, et que le temps de la révélation, le temps de l'enquête, etc., le temps d'audiencer les dossiers, puisqu'il y en a tellement, eh bien, a fait que ce garçon a comparu devant le tribunal pour enfants alors qu'il avait 34 ans. Bon. Après, ce qui a été très très important pour la jeune fille, qui n'était plus jeune fille, qui était une jeune femme, elle s'en fichait de la peine. Franchement, et elle l'a dit, elle dit « moi, la peine, peu m'importe. Je veux qu'il soit reconnu comme étant mon frère qui a abusé de moi quand j'étais petite. Et que la justice le reconnaisse comme tel. » Et on le voit dans les dossiers de viol, devant les cours d'assises, d'agression sexuelle, devant les tribunaux correctionnels, devant le tribunal pour enfants. Ce qui importe souvent beaucoup aux victimes, c'est qu'on les reconnaisse dans leur qualité de victime. Ça veut dire, on te croit, tu es une victime, on t'a entendu, et en le condamnant, oui, c'est toi qui es une victime. Parce que les victimes, vous le savez sans doute aussi, elles ont honte, elles se sentent coupables, elles ont détruit la famille, elles ont toutes ce discours-là. Alors que là, non, au contraire. Donc ça les rétablit dans leur place, et la peine, elle était plus symbolique qu'autre chose. Mais on arrive aussi à des choses comme ça. Voilà. Donc je voulais vous dépeindre un petit peu tout cela, vous dire aussi que nous travaillons beaucoup, et moi j'insiste, et on en reparlera sûrement cet après-midi, sur le fait qu'il y ait des interactions entre tous. Je sais, et quand j'étais à Nîmes, on travaille énormément avec les services de l'aide sociale à l'enfance. Il faut être en lien, parce que moins on perdra de temps à dénoncer, à dévoiler et à protéger ses enfants. Et le procureur de la République, il est aussi celui qui représente la société, qui réclame des peines, etc. Mais il est celui qui protège. Et un procureur de la République chargé des mineurs, il a le pouvoir, par exemple, un enfant qui est en danger dans sa famille, qui révèle, par exemple, avoir été atteint sexuellement par son père ou son frère, et il dit « ma mère, elle sait, mais de toute façon, elle ne sait rien », eh bien, si le procureur de la République est informé à 14 heures, il a le pouvoir de faire ce qu'on appelle une ordonnance de placement provisoire en lien avec les services de l'aide sociale à l'enfance, des cellules des services d'urgence, et de placer cet enfant pour l'extraire de sa famille.
Donc on est aussi là en rôle de protection. Et ces enfants victimes de violences, notamment sexuelles, je n'ai pas le temps de parler des violences intrafamiliales, physiques, mais il y en a aussi beaucoup, et c'est le même processus sur la plainte, etc. Les services coopèrent, que ce soit ceux de la protection de l'enfance, et le parquet et le procureur qui est quand même central et qui va saisir la plupart du temps ses collègues juges des enfants pour que les juges des enfants protègent ces enfants. Si on a le sentiment que ces enfants ne sont pas protégés dans leur famille, eh bien à ce moment-là, on les protège, soit en mettant des mesures éducatives, soit en les retirant de la famille et en les confiant à d'autres membres de la famille, pourquoi pas, ou à un foyer, ou à des familles d'accueil, avec toutes les mesures d'aide qui existent. Lorsque les parents sont défaillants, les juges désignent ce que l'on appelle un administrateur ad hoc qui va prendre la place des parents pour que l'enfant soit représenté à l'audience, qu'il ait un avocat qui lui soit propre et qui traduise la parole de l'enfant. Et ça, c'est fondamental. À Bordeaux, je pense que vous en avez tous entendu parler de ce féminicide que l'on a appelé le procès de Chahinez, la jeune femme de Mérignac qui a été tuée par son mari et brûlée vive dans la rue à Mérignac. Le procès a eu lieu l'année dernière, là en 2025. Et donc cette jeune femme, elle avait des enfants. Eh bien les enfants, ils ont droit d'être partie civile puisque leur père a tué leur mère. Et il y avait un administrateur ad hoc qui a représenté la parole des enfants et qui a demandé des indemnisations pour les enfants et qui a, à l'audience, parlé au nom des enfants. Voilà. Et ça, c'est fondamental. Et dans les affaires de violences sexuelles et de crimes sur les enfants, alors on a heureusement quand même la plupart du temps, on va dire, quand c'est le père, le beau-père, parce que c'est quand même souvent le cas, des mères qui sont là et qui sont en protection, mais on a aussi des mères qui, pour autant, ne le sont pas du tout, et qui soit ne disent rien, soit prennent fait et cause pour le bourreau de leur enfant. Voilà. Donc, si vous voulez, à ce moment-là, on protège les enfants par ces avocats qui sont spécialisés. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que ça correspond un petit peu à ce que vous souhaitiez. J'ai essayé de faire quelque chose d'un peu général. Alors j'ai conscience que ça fait beaucoup d'informations qui vous sont données, mais encore une fois, je suis là aujourd'hui et je reste avec vous aujourd'hui pour être à votre disposition et pour répondre dans le cadre des ateliers à toute question ou toute interrogation que vous pourriez avoir. Et vraiment encore merci de m'avoir conviée aujourd'hui. Voilà.